Depuis tout temps, ce sont les forces telluriques qui ont façonné avec grâce ces contrées sauvages que le temps a bien fait d'oublier. C'est probablement vers 1300 que des Polynésiens, ancêtres des Maoris d'aujourd'hui, venus à bord de leur pirogue, découvrirent et s'installèrent dans des terres inhabitées qu'ils nommèrent Aotearoa, la terre des longs nuages blancs. Ce sont 20 années qui me séparent de mon premier voyage en Nouvelle-Zélande, et j'avais envie de revoir cette terre isolée, généreuse et sincère dans son peuple comme dans sa nature. Par un beau dimanche ensoleillé, alors que dans les eaux de la baie s'aventurent des embarcations les plus conventionnelles aux plus élémentaires, je décide de mettre pied à terre et traverser cette vaste métropole. J'y découvre une architecture sans surprise, où le passé n'a plus sa place et le présent la cherche. Modelé par l'homme, largement urbanisé avec ses 1,2 million d'habitants, tous les ingrédients sont bel et bien réunis pour me faire quitter cette ville, si semblable à une autre. Mon envie d'authenticité me conduit chez Gordon Toy, artiste maori qui, comme tel un chaman, s'appuie toujours sur la croyance des dieux et des esprits ancestraux pour dessiner des mokos. Les mokos ne sont pas de simples tatouages et ne se résument pas qu'à leur beauté. Ce sont les véritables témoins d'une histoire et d'une appartenance. Ka tohi atu koe, ki te tohi nuku, ki te tohi rangi, ka tira i raka koe, ki te piki kōtuku. Te rau o te toro, te hui ia tītama. Pauhi ko pau rārama. Hui te marama e, hui te ora e, tūturu whakamaua ki a tīna. Hui e, tā e ki e. Kia ora bai. Le moko que j'ai dans le dos représente une queue de baleine sortant de l'eau. Et chaque partie du tatouage que l'on a fait est un élément de mon histoire. Tout cela prendra un sens lorsque les jambes seront dessinées. Il y a beaucoup d'histoires dans le pays qui racontent que nos ancêtres venaient demander l'aide des esprits à travers les oiseaux, les poissons, les baleines, les requins, car on essaie de garder des connexions avec ce que nous sommes et ce que nous étions dans le passé. Nous sommes conscients que cet art vient de la terre, vient même de sous la terre, et qu'il appartient davantage à nos ancêtres qu'à nous. Ceci est très important, car cela guide spirituellement le tatoueur et permet au tatoué de supporter la douleur. On peut considérer que ce moko est une représentation de ce que cette jeune personne est véritablement. Ces tatouages sont des étapes avant d'atteindre le stade final, le tatouage du visage. À un certain moment de sa vie, il décidera peut-être de le faire, peut-être pas. Mais c'est définitivement un choix individuel. Beaucoup de personnes que je tatoue de plus de 60 ans ont tendance à revenir au moko facial, en particulier les hommes. C'est en quittant Gordon que je comprends que la mémoire, plus qu'un objectif, est un credo nécessaire au peuple maori qui ne représente aujourd'hui que 14% de la population. À quelques heures de route d'Auckland, la nature s'offre à moi dans une beauté facile. Le Coromandel et sa péninsule, théâtre d'une rouée vers l'or au 19e, a attiré plus récemment une population avide d'espace et de liberté. Terrain de jeu des Aucklandais, surfeurs et rêveurs en tout genre. Ces côtes découpées, bordées de falaises, abritent au fond de ces criques des plages où la contemplation n'est qu'évidence.
Et pourtant, sur une plage, mon regard est attiré par un attroupement de personnes munies de pelles. Il y en a même à louer. Y aurait-il encore des chercheurs d'or ? Deux heures suffisent à marée basse pour transformer la plage en aire de jeu pour tous les âges. Ici, les règles sont simples. Une pelle pour creuser son petit bassin et profiter ainsi de la chaleur des poches d'eau chaude à 60 degrés affleurant sous le sable. Rien de tel pour se délasser en famille après l'effort. Transformée en gruyère, la marée haute finira par remettre en ordre cette frénésie passagère. Le kiwi n'est pas juste le surnom donné au peuple néo-zélandais, ni au fruit qui provient d'Asie, mais avant tout à cet oiseau au nom tout aussi étrange que son métabolisme, l'aptérix. Plus proche du mammifère que du volatile, ayant développé un sens aigu de l'odorat et possédant même des moustaches comme un chat, c'est avec Claire et son équipe que je vais en apprendre un peu plus. Ce que fait Bridget, ma collègue, c'est de surveiller le mâle dans la nature, puisque c'est lui qui couve les œufs. Elle surveille l'incubation et vérifie que tout se passe bien. Elle attend qu'il ait couvé entre 50 et 55 jours environ, et va ensuite récupérer l'œuf à la tombée de la nuit, quand le mâle a quitté le nid. En 1995, c'est la découverte d'un œuf de kiwi abandonné qui est à l'origine de la première expérience d'incubation au Rainbow Spring. Depuis ce jour, et grâce à ce programme de prélèvement des œufs, les chances de survie du kiwi sont de 70% contre 5% dans la nature. Ce petit bonhomme n'a seulement que 7 jours. La première chose que je vois, c'est que la terre a été retournée, prouvant qu'il a été très actif durant la nuit. Là, il y a des petites fientes, ce qui est bon signe. Il s'est amusé avec la nourriture, ce qui est parfait, exactement ce que nous voulions. Avec de plus en plus de connaissances et le franc succès du nombre d'éclosions, le Rainbow Spring décide de créer en 2004 le Kiwi Encounter, véritable outil de sensibilisation et de communication. Ce programme a contribué à mieux connaître la biologie de cet oiseau hors du commun et difficile à étudier dans la nature, puisque nocturne. Nous leur donnons un régime artificiel à base de viande hachée, car si nous commencions directement par leur donner des insectes, ils ne mangeraient jamais ce régime. Et le souci, c'est que nous avons de plus en plus de kiwis, et il nous serait difficile de subvenir à leurs besoins en insectes. Parfois, les oiseaux la prennent rapidement, et parfois, ils n'en veulent pas. Dans ce cas, il faut les gaver à la main et les aider à avaler. Lorsque j'ai commencé il y a 10 ans, nous avons donné naissance à 15 poussins. Et depuis, cela n'a pas cessé d'augmenter. C'est vraiment génial. Mon travail me satisfait pleinement. Et nous avons réalisé ici des choses que personne n'avait faites avant nous. À la fin de la journée, lorsque vous vous asseyez et repensez à tous les kiwis que vous avez sauvés, c'est ça qui compte. Vous faites de nombreuses heures, souvent de 50 à 80 heures par semaine, en n'étant pas particulièrement bien payé, mais c'est très gratifiant. Je laisse Claire et son enthousiasme pour reprendre la route. Le sol fume, l'eau bouillonne, la terre gronde. J'ai l'impression d'arpenter une immense cocotte minute sous pression. L'homme semble pourtant vouloir dompter ici ses forces de la nature. Les Maoris déjà avaient su profiter de ces phénomènes naturels dans leur vie quotidienne. Le nom d'île fumante pour l'île du Nord est loin d'être usurpé. Partout dans le paysage, au milieu des arbres, surgissent des fumerolles, comme des narines d'un dragon. Des ruisseaux aux eaux fumantes serpentent en laissant des traînées minérales de cristaux colorés. J'ai l'impression devant ces paysages d'être le témoin d'un monde en formation. J'entre dans la ville de Rotorua, aux odeurs de soufre et ses phénomènes géothermiques, mais surtout j'entre dans le cœur de la culture maori, omniprésente dans cette région volcanique. Nous nous trouvons à Wakarewarewa. C'est le nom donné à cette vallée que nous avons devant nous. Le geyser s'appelle Poutu. Cela veut dire la grande explosion.
Poutou est aussi une ancêtre. Ces eaux ont des vertus thérapeutiques, en particulier pour les femmes maoris. On peut utiliser ces eaux pour soigner les maladies de peau. Et si vous avez des problèmes à concevoir un enfant, boire de ces eaux est bénéfique. Et ça marche? Oui. Mon fils a 3 ans cette année et j'ai bu de cette eau. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. C'est pas commun. Pourtant, c'est le même père et la même maman. Je crois que l'eau a quelque chose à voir là-dedans. Dans tous les cas, d'en avoir bu m'a donné de l'espoir plus qu'autre chose. Les histoires locales relatent la légende des 2 divinités, Te Pupu et Teoata. Dans les temps anciens, le navigateur nommé Ngatoroa Rangi fut chargé de remonter en pirogue le plus loin possible jusqu'aux montagnes et de réclamer la terre pour le peuple de Teroa. Il alla jusqu'à la montagne, mais par malchance, il y eut une tempête de neige et toute son expédition fut prise dans un blizzard terrible. Alors il appela ses sœurs au secours qui envoyèrent 2 divinités, dont l'une représentait l'eau et l'autre la vapeur. Elles voyagèrent jusqu'à lui et le réanimèrent. Les 2 déesses laissèrent sur leur passage de nombreux geysers, bains de boue, sources d'eau chaude, considérés comme des présents. Le nom de cette mare est Ngara Tuatara. On y fait la cuisine et l'eau est à 98 degrés. Nous cuisinons dans des sacs comme cela, fabriqués à base de plantes filandreuses. Je laisse mon esprit suspendu, vagabonder dans les volutes de ces brumes. Au petit matin, à l'extrémité sud du lac Topo, embrumé dans ses lointains bleutés, la fraîcheur des torrents que je croise me rappelle qu'au bout d'une rivière, il y a toujours un pêcheur. C'est en venant à Turangui, se déclarant capitale mondiale de la pêche à la truite, que j'avais envie de voir la couleur du poisson, marron ou arc-en-ciel. C'est suspendu entre 2 rives et surplombant la rivière Tongariro que j'accompagne Ross et son compagnon dans l'espoir d'attraper du poisson. Je suis arrivé ici lorsque j'étais écolier dans les années 1950. On peut dire que je pêche dans la région depuis environ 50 ans. À l'époque, il n'y avait pas de pont ici. On traversait la rivière tout simplement en tyrolienne. Cette rivière était semblable à celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire magnifique. Il y a peut-être un peu moins d'eau maintenant due aux centrales hydroélectriques, mais même si le niveau a baissé, ça ne dérange en rien les truites. Elles naissent dans la rivière, puis passent 3 ans dans le lac Topo, où elles grandissent en se nourrissant de larves. Puis elles finissent par remonter la rivière où elles sont nées. Le geste du lancer est un va-et-vient de 2 heures à 10 heures. Et d'ailleurs, lorsque les gens apprennent, on leur met souvent un livre sous le bras. Ainsi, ils s'habituent à utiliser la canne et non le bras. Par exemple, avec les kiwis, on met une bouteille de bière. Avec les Français, ce serait plutôt une bouteille de vin. Et comme ça, on est sûr qu'ils ne la laisseront pas tomber. Souvent relâchée une fois prise, favorisant ainsi en abondance la richesse de ces eaux en gros poissons, on comprend mieux pourquoi la pêche est considérée comme un sport national, puisque la taille réglementaire est de 40 cm minimum pour un poids de 1,5 kg. Des truites de 3 voire 5 kg ne sont pas des prises rares. Ah, ici, c'est un havre de paix grâce à Mère Nature. La seule chose qui m'inquiète, c'est de savoir si ce poisson va m'attendre. Et je regarde s'il est encore là. Ah, je crois bien qu'il est parti.
Bref, tu descends ici pour venir pêcher une demi-heure et tu te retrouves encore en retard pour dîner, parce que 3 heures se sont écoulées. C'est juste un endroit magnifique pour passer le reste de ma vie. Pour moi, la pêche à la mouche est la plus belle façon de se détendre. Et j'ai la chance de pouvoir en faire mon gagne-pain dans un endroit comme celui-ci. Déçu de sa prise, mais certainement pas de sa journée, Ross me rappelle avec humour un dicton. 10 pêcheurs, 10 chasseurs, 20 menteurs. Ma route reprend toujours plus au sud. Ce sont les vents dominants de l'ouest, venant de la mer de Tasman, qui, chargés en précipitations, m'accueillent aux portes du parc national de Tongariro. Situé dans le centre de l'île du Nord, ce parc créé en 1887 est le premier de Nouvelle-Zélande. Ces terres furent offertes à la couronne d'Angleterre par le chef maori Te, afin d'éviter une exploitation de ces lieux sacrés par les immigrants européens. Cette donation se fit en échange d'en faire un parc national et de respecter le site. Constitué de 3 volcans actifs, Tongariro, Gorue, Ruapeu et terrain de jeu de Peter Jackson dans sa trilogie de l'anneau, de ce parc ne me restera que quelques lignes au milieu d'un ouvrage et un ruban de nuages empaquetant les sommets. Continuant ma route dans la province de Manawatu, je traverse la ville de Palmerston North, petite cité universitaire que les vacances ont su vider de ses étudiants. Ville fantôme, inanimée, et pourtant. De 6 à 12 ans, il s'essaye au haka, danse guerrière maori reprise par les célèbres All Blacks. Pour moi, c'est une première, et ces petits bouts m'ont mis la chair de poule. Kiatoa, sois fort. C'est le nom du club que Bruce, ancien All Black, encadre depuis quelques années. J'ai envie de dire que l'histoire du rugby est très présente ici. On peut même dire que c'est la capitale. Il y a une institution du rugby basée à North Palms, où tous les plus grands All Blacks se sont entraînés dans le passé. Ici, ce sont vraiment les racines du rugby. J'ai moi-même longtemps joué au rugby. Ce sport m'a énormément apporté dans ma vie. Et il était temps pour moi de transmettre mon expérience. La chose la plus importante, c'est que les enfants s'amusent et apprécient cette activité. Ils se sentent impliqués dans le jeu. On leur apprend à prendre les bonnes décisions, à avoir confiance en eux dans le cadre d'un sport d'équipe. Nous construisons ces compétences autour de cela. C'est un processus d'apprentissage par étapes, en particulier à cet âge. Pourquoi ce choix d'être entraîneur ? Je suis pas sûr, mais je pense que je suis trop vieux pour jouer. Les jeunes que nous avons dans le club sont issus des classes les plus défavorisées de la ville. L'approche sociale que nous essayons de leur apporter au sein du club, c'est un esprit de camaraderie dans une atmosphère familiale. Le boulot du coach, c'est avant tout de les aider à s'investir au travers des diverses activités et de contribuer ainsi à leur éducation. Et s'ils deviennent des bons joueurs, eh bien, ce sera un bonus pour le club.
Qui va gagner la coupe en 2011 ? C'est en quittant le terrain que j'apprends que le noir porté par les All Blacks symbolise le deuil de la défaite de leur adversaire. Due à son isolement naturel, la Nouvelle-Zélande apparaît comme la petite dernière dans l'univers viticole. Bénéficiant à présent d'une reprise vigoureuse, la région de Martinborough a su développer des vins de caractère grâce au climat maritime et à la jeunesse de son sol. Celui qui a su tirer profit de ses avantages, c'est bien le Sauvignon blanc, fruité avec du caractère, un peu à l'image des kiwis. Celui que vous voyez ici, c'est du chardonnay. Il est destiné à notre exploitation. C'est une des 4 variétés que nous cultivons avec le pinot noir, le riesling et le sauvignon blanc. Nous venons de terminer l'éclaircissement de la vigne. Nous enlevons les feuilles afin de permettre aux fruits de mieux se développer et que l'air circule autour de la grappe. Nous vérifions qu'il n'y ait pas de feuilles en haut de l'arbre afin que l'exposition au soleil soit optimale et que le risque de maladie soit minimisé. La qualité de ces vignobles réside dans la taille réduite des exploitations et à l'attention toute particulière portée à la cueillette, qui se pratique toujours à la main, permettant ainsi une sélection plus précise des raisins. Nous avons décidé d'installer une turbine dans cette parcelle et une deuxième un peu plus loin. L'intérêt de cette turbine, c'est qu'elle permet de lutter contre les premières gelées au début du printemps. Elle agit un peu comme une sorte de gros ventilateur qui tourne à 360 degrés et souffle de l'air dans toute la vigne en couvrant environ une surface de 6 à 8 hectares. Ça fait maintenant 21 ans que je travaille dans cette industrie. J'apprécie vraiment mon activité et j'ai toujours dit que le jour où j'arrêterai d'apprendre, ce sera celui où je claquerai la porte. Mais pour le moment, je n'ai aucune intention de prendre ma retraite. Je suis vraiment bien, moi, au milieu de ces vignes. Dernier kilomètre de mon périple, je rejoins Wellington. Physiquement enclavée entre la mer d'un côté et les monts Rimutaka de l'autre, la ville s'est développée autour de son port naturel. C'est à Civic Square, trait d'union entre le quartier des affaires et celui des arts et de la culture, que la ville s'offre à moi. Véritable lien stratégique entre les deux îles, Wellington est devenue la capitale administrative et politique la plus australe du globe. Située dans les latitudes des 40e rugissants et souvent balayée par des vents violents, les Kiwis l'ont surnommée Windy City, la cité venteuse. Le vent, quant à moi, me pousse à traverser le capricieux détroit de Cook à la rencontre de l'île du Sud.
C'est à 30 km au sud de Picton que je profite des terrasses de Blenheim qui se flattent d'être la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, 6 février, c'est la fête nationale en commémoration du traité de Waitangi, signé entre le gouvernement britannique et les chefs tribaux maoris en 1840. Ce jour du Waitangi Day, les Maoris ouvrent les portes des marae aux Pakeas, c'est-à-dire aux non-Maoris. Omaka Marae, élément vital de la vie quotidienne maori, lieu de réunion porteur de sens culturel, on dit même qu'en pénétrant dans un marae, on entre dans le cœur protecteur de son ancêtre. Folklore ou tradition? Nous sommes au marae d'Omaka. Ici, c'est le Warenui, ce qui signifie la grande maison. C'est le lieu de rencontre de mon peuple tribal. Et c'est ici que nous venons pour célébrer notre culture. Nous y venons pour avoir nos discussions concernant notre communauté. Cette maison est une part très importante de notre identité culturelle. Si nous regardons les sculptures, sur le haut de la maison, pour nous cela représente la tête de l'ancêtre. Si nous regardons les 2 sculptures de chaque côté, cela représente les mains de l'ancêtre. Et ici, en bas, ce sont les jambes. Alors l'ancêtre est debout, ici, avec nous et accueille les visiteurs. Vous pouvez visualiser cette longue peinture comme étant la colonne vertébrale de l'ancêtre. Ces peintures ici qui descendent sur le côté représentent ses côtes. Ces côtes ici ont toutes des significations différentes et elles racontent les différentes histoires relatives à ma tribu. Ces peintures descendent vers les différentes sculptures et différents panneaux. Viens, je vais te montrer. Ces panneaux brodés sont des planches à souvenirs. Ils parlent de différentes histoires relatives à mon peuple. Celle-ci parle du dauphin, qui était notre gardien. Je le porte d'ailleurs sur mon moko. Le tatouage parle de la connexion que j'entretiens avec le dauphin et la connexion que le dauphin entretient avec moi, dans un sens à la fois spirituel et physique. Alors, cette partie du mur est très spéciale pour nous. Les photos ici sont une vision contemporaine des sculptures. Elles sont une manière de nous souvenir de nos ancêtres, et les photos une manière de nous souvenir des personnes qui ont transmis leur savoir dans les dernières années. En tant que jeune leader maori, c'est très important pour moi de maintenir les traditions et les coutumes. Une grande partie du travail que je fais avec la communauté tourne autour de l'éducation des enfants, pour qu'ils deviennent fiers de leur patrimoine maori et qu'ils s'y attachent, qu'ils en deviennent passionnés. Véritable diffuseur de la culture maori à travers les 2 îles, le marae fait partie de la renaissance de cette identité. L'île du Sud m'apparaît moins peuplée, donc plus sauvage. Elle est aussi plus exubérante dans sa végétation de forêt primaire, accrochée à la montagne et parsemée de fougères arborescentes. Après plusieurs heures de route, sans croiser âme qui vive, je découvre au détour d'un virage une auberge posée là, au milieu de nulle part. En poussant la porte, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait me parler des faubourgs de Hong Kong. Je suis née et j'ai grandi à Hong Kong. Je pensais que j'étais quelqu'un de la ville. Et quand je suis venue en Nouvelle-Zélande, à Owen River après 12 ans de vie ici, j'ai découvert qui j'étais réellement. C'est-à-dire quelqu'un de la campagne. Quand on vivait à Hong Kong, nous n'avions pas le choix. On vivait dans un grand immeuble. On ne voyait pas les rivières et les arbres comme en Nouvelle-Zélande. Une fois arrivés ici, on était heureux et on a apprécié la nature. Si la route de Kim s'est arrêtée ici, la mienne se poursuit vers l'ultime, la plus solitaire, la plus ravissante et délicieuse exception selon Kipling, la côte ouest.
Le cap Funwin a été nommé ainsi par le capitaine Cook. En 1776, les vents violents l'ont obligé à rester à distance de cette côte. Bien avant cette arrivée, les Maoris appelaient la baie proche du cap Tauranga, qui signifiait l'endroit d'accostage pour les pirogues. Ils venaient y chasser les otaries à fourrure pour se nourrir. À l'heure actuelle, il reste une petite colonie de ces animaux protégés intégralement que surveille et étudie Dan Neil. La colonie est constituée de plusieurs centaines d'animaux. Nous surveillons le nombre de naissances ici chaque année. Environ 300 petits naissent tous les ans. Nous observons la colonie depuis une vingtaine d'années pour étudier son évolution. Si le nombre accroît ou diminue, ou s'il reste identique. Ici, sur la côte ouest, nous surveillons 3 colonies. Dans les 3, le nombre de petits diminue chaque année, de façon régulière. Nous ne sommes pas entièrement sûrs des causes, mais il est possible que ce soit dû au phénomène climatique d'El Niño. On sait aussi que beaucoup d'otaries sont attrapées dans les filets des pêcheurs. Certains pêcheurs se plaignent que les otaries mangent tout le poisson, mais le travail avec le département de conservation montre que les otaries en mangent effectivement, mais principalement de petite taille. Et généralement, ce ne sont pas les espèces que les pêcheurs recherchent. Globalement, je pense que la population d'otaries à fourrure ne diminue pas. Je dirais même qu'elle a tendance à s'accroître. De toute façon, ils sont maîtres de leur destin. C'est sûrement l'un des animaux les plus emblématiques du pays, et certainement l'un des plus protégés de Nouvelle-Zélande. La côte balayée par la turbulente mer de Tasman borde l'immensité de ces montagnes nommées Alpes du Sud. Pour la plupart des Kiwis, le flanc ouest de l'île est tout simplement nommé The Coast, territoire vierge et généreux. Le spectacle commence à marée haute, lorsque l'eau s'engouffre dans les souffleurs, libérant sous les coups incessants des vagues de grands panaches d'écume. Ressemblant étrangement à une pile de crêpes ou un millefeuille pétrifié, les Pancake Rocks de Punakaki sont une superposition de couches rocheuses. Ce n'est pas le travail du pâtissier, mais l'érosion des vagues et du vent qui ont su façonner au fil du temps cet agrégat de sédiments. Certaines rivières de la côte ouest charrient des fragments de pierres vertes que l'érosion a arrachés de la montagne, le jade. Cette pierre, appelée ici Punamu, est depuis toujours une partie intégrante de la culture maori. Les civilisations depuis tout temps ont apprécié le jade. Peu de pierres semi-précieuses sont aussi riches en légendes et en traditions magiques. C'est dans la rivière d'Araura, réputée pour sa qualité de jade et la richesse de ses gisements, que ma quête commence. C'est Jeffrey Mawika, artiste-sculpteur, qui va m'initier au secret de cette pierre. Je cherche de l'eau pour boire. Vous n'en auriez pas vu par hasard? Regarde, c'est pas ce qui manque ici. En fait, je marche sur les empreintes de mes ancêtres aujourd'hui. Je cherche notre trésor, le Punamu. Le Punamu a une faculté d'adaptation au milieu naturel pour se cacher. Il peut être blanc ou marron. Il se camoufle pour l'œil inexpérimenté. C'est très difficile de le distinguer des autres pierres, à moins bien sûr que vous sachiez ce que vous cherchez.
Le meilleur moment pour le trouver, c'est par temps pluvieux, lorsque les berges de la rivière sont mouillées, et parce qu'à ce moment-là, la pierre devient verte. La pierre était très prisée et chère à cause de sa dureté. Toutes les pierres étaient très dures et on en façonnait des outils. Moi, j'aime bien coller à la tradition. Alors je continue à les façonner en outils. Je sculpte aussi le punamu et je ne fais que libérer le motif qui m'apparaît dans la pierre. Waouh! Magnifique! Ce morceau-là provient d'une crevasse à environ 4000 d'ici. Il s'est cassé, comme vous pouvez le voir. Il est d'ailleurs très effrité. Il a roulé le long de la rivière et a finalement atterri dans mes mains. Pour nous, le peuple maori, la croyance est que cette pierre est capable de changer nos vies. Tout comme ce tiki ici. C'est un symbole d'attachement, un symbole de vie nouvelle, un symbole d'un nouveau départ. Si cela est capable de changer vos pensées, alors les changements vont se produire. Une fois, j'étais parti à une chasse au punamu. Je commençais à me sentir assez fatigué après de longues heures de marche. Et tout d'un coup, je suis arrivé à un endroit où je me suis arrêté et j'ai tiré toute l'énergie que j'avais utilisée durant la journée. J'ai mis mes mains sur mes hanches, j'ai regardé le ciel et j'ai pris une grande inspiration. Ensuite, j'ai expiré, j'ai laissé sortir l'air et j'ai baissé la tête. Et en regardant le sol, là, entre mes pieds, se trouvait cette pièce. C'était un outil tranchant de cérémonie fait de la meilleure qualité de punamu. De cette trouvaille ne pourra en ressortir que du bien. Qu'on l'appelle néphrite, jade ou punamu, la pierre verte doit impérativement être offerte en présent pour qu'elle garde toutes ses vertus. C'est à travers la lumière de ces verres que je découvre la matière et comprends mieux la magie qu'elle procure à celui qui la contemple. J'entre dans la ville de Franz Josef, du nom de son glacier. Véritable paradis des marcheurs ou Éden des excursions, ici, c'est sur les cimes qu'il faut marcher. À pied, en avion, en hélicoptère, le glacier se laisse gravir. Pris par l'envie et par le temps, c'est par les airs que je m'offre ce spectacle. Privilège de pouvoir atteindre aussi rapidement les plus belles montagnes du pays, dont la chaîne des sommets est appelée les Alpes du Sud. En remontant cette langue de glace striée de 1000 crevasses, je ne peux m'empêcher de penser à l'un des kiwis les plus célèbres, Sir Edmond Hillary, qui en avait fait son terrain de jeu avant d'être victorieux de l'Everest. Baptisée Aoraki, perceuse de nuages par les Maoris, et souvent drapée d'un manteau de nuages, aujourd'hui le mont Cook se livre à moi totalement dévêtu. Ces glaciers me rappellent avec émerveillement leurs cousins argentins, qui prennent naissance dans une zone de neige éternelle pour terminer leur course dans une forêt pluviale en bord de mer. N'ayant pas pu en Argentine réaliser le rêve de fouler les neiges éternelles, c'est au pied du mont Cook que je vais y faire mes premiers pas.
Je redescends de mes petits nuages pour reprendre ma route en traversant des torrents aux eaux de fonte qui me rappellent qu'entre terre et glacier, tout est en mouvement. Bien que 85% des Kiwis vivent en ville, l'agriculture reste le fondement économique de la Nouvelle-Zélande. Et l'élevage des moutons à grande échelle en demeure son meilleur atout. La région d'Otago, connue pour ses grands élevages, me permettra, je l'espère, de découvrir l'activité annuelle du moment, la tonte. Suis-je tombé à la bonne adresse ? Je suis juste en train de ramener cette poignée de moutons pour les vendre demain au marché. J'essayais de les rentrer avec les chiens et celui que nous pouvons voir là-bas, qui est noir et blanc, c'est un chien de tête qui n'aboie pas après les moutons. Il les rassemble simplement et ces deux-là, ici, à côté de moi, nous les appelons Underweiser, parce qu'ils aboient contre le bétail et c'est le bruit qui rassemble le troupeau. On les dresse à partir de 6 à 8 semaines quand ce sont encore des chiots. D'abord à s'asseoir, juste l'ordre de s'asseoir. Ensuite, lorsqu'ils grandissent, on les dresse au sifflet. Le coup de sifflet leur donne l'ordre d'aboyer, ce qui effraie le bétail. Ainsi, ils se regroupent et une fois parqués, c'est beaucoup plus facile pour moi de les amener au marché. C'est un sifflement court et long, ou long et court. Donc c'est la durée qui compte comme. Là, c'est celui de s'asseoir. Et ensuite, si vous voulez les faire tourner à droite, par exemple, c'est... C'est un travail très dur, mais nous sommes au grand air, dans un environnement exceptionnel. Nous prenons ça pour acquis. Nous n'avons pas 4 murs en béton autour de nous comme la majorité des gens. Nous considérons que c'est normal. Porté par tant de gentillesse, de disponibilité, et grâce à Andrew, j'ai enfin l'adresse d'un tondeur. Rendez-vous pris pour demain matin. En attendant, c'est vers les berges du lac Wanaka, véritable vestige des temps géologiques, que je laisse dériver mon envie. Alors que les rencontres se font plus espacées à l'approche des Fiordlands, je croise pourtant la route d'un couple d'Allemands, Madeleine et Sacha. La raison principale pour laquelle nous sommes venus ici, c'est que nous pouvons obtenir un visa de travail et de tourisme. Nous pouvons donc travailler et voyager en même temps, c'est tout simplement parfait. Et la Nouvelle-Zélande est un pays magnifique. Nous avons opté pour un van à cause du coût de l'hébergement. On peut dormir dedans. Et bien sûr, la raison principale, c'est que nous sommes indépendants. Nous n'avons pas besoin d'un ticket de bus. On peut donc rester ici, par exemple, ce qui n'est pas possible de faire avec les transports publics. On est tout simplement libre. Après une belle soirée d'échange, je laisse mes cousins germains à leur liberté. J'abandonne aussi les rives du lac Wanaka et avec les indications d'Andrew, je rejoins celui qui, à la bonne saison, sait soulager le mouton de sa toison. Lorsque l'on tond un mouton, vous savez, dans la laine, il y a des bonnes et des mauvaises parties, tout du moins pas aussi bonnes. Donc on garde la plus belle laine pour la vente et l'autre est utilisée pour l'isolation ou des choses équivalentes pour lesquelles la couleur n'a pas grande importance.
Les agneaux ont seulement 1,5 kg de laine. Une grosse brebis peut en avoir environ 5 à 6 kg. Mais ici, nous tondons seulement les agneaux. Payés à la tête de bétail et travaillant dans différents pays comme l'Australie, la France ou encore l'Argentine, les tondeurs font en moyenne 300 moutons par jour, mais peuvent aller jusqu'à 400 lorsqu'ils se lancent un défi. Eh bien, pour choisir un bon tondeur, vous avez besoin de quelqu'un de fiable et qui travaille dur. Et cela prend quelques années pour maîtriser le geste. Vous ne pouvez pas simplement vous lever et commencer à tondre, il faut apprendre à le faire. Ça a l'air facile comme ça, mais pas tant que ça. À milieu de la tonte des moutons, Queenstown, capitale des sports extrêmes, offre aux voyageurs un cadre d'exception. Une panoplie d'activités toutes plus folles les unes que les autres s'offre aux pseudo-aventuriers du XXIe siècle. Aujourd'hui, jetboat dans les canyons, parapente au-dessus de la ville, kitesurf côtoie le traditionnel saut à l'élastique made in New Zealand. Reste, pour les moins téméraires, la luge à roulettes, bien trop extrême à mes yeux. N'étant pas particulièrement en quête d'adrénaline, je laisse Queenstown à sa folie pour mon ultime étape, celle des véritables sensations fortes, les Fiordlands et ses paysages d'un autre monde. Il ne me reste plus que 40 km à parcourir pour atteindre ma quête du bout du monde. Ces 40 derniers kilomètres, je les ferai avec l'océan sous mes pieds. Je suis dans le Depthful Sound. Ici, ces fjords modelés par la glace descendent à plus de 400 mètres de profondeur. Manapuri Base, Navigator, any copy of it? Oh, we're getting you good there, Kaz. Yeah, getting it good. How's things over there today? Yeah, how long have you got, mate? J'espère que tu as un peu de temps, mon gars, car mon histoire est un peu longue. J'ai commencé en tant que pêcheur sur une petite île, Chatham Island, qui était située à environ 900 km à l'est du pays. Après quelques années, je suis venu ici pour m'y établir, et en vieillissant, j'ai décidé de reprendre une activité un peu moins physique. Bref, nous sommes sur le Fiordland Navigator, aujourd'hui naviguant dans les eaux de ces fjords. Le capitaine Cook hésita à pénétrer dans le Depthful Sound devant l'étroitesse de l'embouchure et le manque de vent pour naviguer. Il le baptisa le douteux. Lorsque le temps est comme il est aujourd'hui, le travail est vraiment très facile. Mais parfois, lorsque le temps est mauvais, les bourrasques peuvent atteindre 70 à 80 nœuds et ça rend la navigation plus difficile. Nous devons rester au centre du fjord pour garder le contrôle du bateau. Cela n'a rien à voir avec la côte, car ici, nous sommes protégés par ces montagnes splendides autour de nous et ça nous offre une sécurité. Aujourd'hui, les Fiordlands est le plus grand des 14 parcs de Nouvelle-Zélande. Véritable témoin de l'histoire de l'évolution de notre planète, il a même été classé patrimoine mondial par sa beauté exceptionnelle et ses caractéristiques naturelles. Au pays des longs nuages blancs, un merveilleux cortège de grands dauphins me guide et m'accompagne vers la fin de mon voyage, la mer de Tasman.